Lance la VOD YouTube, c'est lancer la VOD YouTube. Et pourquoi au moment où je veux lancer la VOD YouTube, j'ai le nez qui chatouille et envie de me moucher? Genre YouTube, je reviens dans moins de 10 secondes. Oui, nous allons lire les légendes de la mer. Ah, on va commencer par la baleine et son gosier. J'ai déjà la gorge sèche. Je commence comme Pauline. Je tousse. Attendez, faut juste que je regarde un truc vite fait, sinon je vais oublier. Et je sais pas si ça va m'être d'une grande utilité, mais il faut que je ziote maintenant, parce que je risque d'oublier demain matin. Ok, faut que je regarde demain matin. Ok, alors... Donc, propose de démarrer par La baleine et son gosier. Adapté d'une histoire de Rudyard Kipling. Je ne connais pas ce monsieur. Vous êtes qui, monsieur Rudyard Kipling? Rudyard Kipling. C'est un écrivain britannique de la fin du 19e siècle. Ah, c'est lui qui a écrit le fameux poème « Tu seras un homme, mon fils ». Ok. Je vois. C'est lui qui a écrit le livre de la jungle. On en apprend tous les soirs. Allez. La baleine et son gosier. Je ne savais pas. Il était une fois une baleine appelée Madame du Sourire, qui mangeait les poissons. Jusqu'ici, rien d'anormal. Ah, non, j'ai le nez pris, fait chier. Beaucoup d'animaux se nourrissent d'autres animaux. Mais la baleine n'était pas un animal tout à fait comme les autres. Elle était le plus grand de tous les mammifères, le plus gros de tous les océans. Alors, forcément... Et coucou Badit, et merci pour le follow. Installe-toi. Son appétit était comme son ventre, énorme. Si bien qu'elle passait ses journées à manger tous ceux qu'elle voyait. Elle mangeait le mulet et le carlet, le merlan et le poisson volant, le turbo et le maquereau, l'anguille, sa fille et toute sa famille, jusqu'à la queue des murènes. Bonne chance pour bouffer une murène, sachant que c'est vers les coraux et tout, compliqué. Tous les poissons qu'elle croisait dans la mer, elle les avalait juste en ouvrant sa bouche en grand. Comme ça. Tu fais un... Son appétit était tellement vorace qu'au fil des jours, quelle que soit leur taille, leur goût, leur couleur, elle les dévora tous. Tous, sauf un. Un poisson tout petit, mais plein d'astuces. Bien décidé à ne pas servir de 4 heures comme ses camarades, il fit attention à nager juste à côté de la baleine, là où elle ne pouvait pas le voir. Soudain, s'apercevant qu'il ne restait plus aucun poisson, la baleine se dressa debout sur sa queue et s'écria : « Mais j'ai faim, moi! Qu'est-ce que je vais manger maintenant ?» Alors, le tout petit poisson plein d'astuces lui souffla d'une petite voix pleine d'astuces. « Grand et noble cétacé, as-tu jamais goûté de l'homme ?» La baleine écarquilla les yeux étonnée. « Non, dit-elle. À quoi ça ressemble ?»« C'est délicieux, lui souffla le tout petit poisson plein d'astuces. Plein d'arêtes, mais délicieux. Où puis-je en trouver de l'homme ? Demanda aussitôt la baleine, tournant la tête de tous les côtés pour voir qui lui parlait.
Et impatiente d'un coup de queue, elle fouetta la surface de la mer qui se mit à écumer. Si tu nages jusqu'à 50 degrés de latitude nord, poursuivit le petit poisson, et 40 degrés de longitude ouest, ça c'est assez magique, mais il est vrai que les baleines, comme nombre d'animaux, se repèrent mieux qu'un GPS. Je me vois mal un jour dire à une baleine mes coordonnées précises. Tu trouveras sur un radeau, au milieu de l'eau, un homme naufragé avec presque rien sur le dos. Juste un pantalon avec des bretelles. Très importantes, les bretelles. Et son couteau de matelot. Mais attention, j'aime autant te prévenir, cette espèce est plutôt maligne. Et ce spécimen-là est même d'une infinie sagesse et d'une grande vivacité. Sans attendre la fin de sa phrase, la baleine s'enfuit et nagea. Nagea sans s'arrêter jusqu'au 50 degrés nord de latitude et 40 degrés de longitude ouest. Et là, sur un radeau, au milieu de l'eau, sans rien sur le dos qu'un pantalon tenu par des bretelles et son couteau de matelot, elle trouva un pêcheur naufragé, tout seul et chagriné, qui remuait ses doigts de pied dans l'eau salée. Alors, la baleine ouvrit grand la bouche, comme si elle allait se fendre jusqu'à la queue. Et d'un coup, elle avala le pêcheur avec son radeau. Son pantalon à bretelles, ça a l'air d'un détail, mais il a son importance. Et son couteau de matelot. Elle coinça le tout, bien au chaud dans les placards, tout noirs de son gros ventre. Puis, elle fit claquer sa langue, comme ça. Je sais pas si ça claque la langue comme ça, hein, une baleine. Et tourna 3 fois sur sa queue. Mais dès que le pêcheur, qui s'appelait Henri Albert, et qui était, ne l'oublions pas, un homme d'une infinie sagesse et d'une grande vivacité, se retrouva au fond du ventre de la baleine, il se mit à danser et valser, à frapper et taper, à se tordre et à mordre, à bondir et rugir, à ramper et sautiller, à brailler et à chanter, à donner des coups de pied pile aux endroits où il ne fallait pas. Si bien que, très vite, la baleine ne se sentit plus bien du tout. Se tortillant dans tous les sens et octant abondamment, elle s'écria. C'est vrai que cet homme a beaucoup d'arêtes, et il me donne un sacré hoquet, que faire ? Dis-lui de sortir, lui souffla le tout petit poisson plein d'astuces. Sans perdre une seconde, la baleine cria au pêcheur dans son gosier. « Sortez d'ici et essayez de vous tenir, nom d'un baleineau. Vous me donnez le tournis et le hoquet. »« Oh là, ma chère, pas question !» s'exclama le pêcheur. « Je sortirai si vous me ramenez à la plage de mon village natal, aux blanches falaises d'Albion, mais pas avant. » Et le voilà qui se remet à danser, plus déchaîné que jamais. « Il vaut mieux le ramener chez lui, » souffla le tout petit poisson plein d'astuces à la baleine. « Je vous avais prévenu. C'est un homme d'une infinie sagesse et d'une grande vivacité. » La baleine s'en alla donc et nagea malgré son hoquet jusqu'à ce qu'elle aperçoive enfin les blanches falaises d'Albion et la plage natale du pêcheur où elle s'échoua. Là, elle ouvrit grand la bouche et dit « Tadam ! Falaise blanche d'Albion, gare de la plage natale. Tout le monde descend, terminus !» Et juste quand elle finissait de dire terminus, le pêcheur sortit. Or, pendant que la baleine nageait, le pêcheur, qui était vraiment un homme d'une infinie sagesse et d'une grande vivacité, avait pris son couteau de matelot et avec le bois de son radeau qu'il avait taillé et croisé, il avait fabriqué un petit grillage carré qu'il avait ensuite solidement ficelé à ses bretelles. Ah, voilà pourquoi les bretelles étaient importantes.
Et juste avant de sortir, il avait traîné ce grillage derrière lui, et il avait glissé en travers du gosier de la baleine, où il resta coincé. Puis, il sortit, les mains dans les poches, sauta sur les galets, et s'en retourna chez sa mère, se maria, et eut beaucoup d'enfants. La baleine aussi. Mais depuis ce jour, le grillage qu'elle n'a jamais pu faire partir, ni en toussant ni en crachant, et qu'elle a donc gardé à l'entrée de son gosier, l'empêche de manger autre chose que les tout petits poissons. C'est aussi la raison pour laquelle les baleines d'aujourd'hui, ces arrière petites filles, qui ont tous bien retenu la leçon, ne se hasardent plus à manger de l'homme, du petit garçon ou de la petite fille. Quant au tout petit poisson plein d'astuces, craignant que la baleine ne soit fâchée contre lui, il alla se cacher dans la vase, le plus loin possible d'elle, près des portes de l'équateur. Mais une fois sa mauvaise humeur passée, la baleine, gloutonne, mais pas rancunière, le retrouva et lui pardonna. Et ces deux-là, riant de ce souvenir commun, devinrent même bons amis. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Très courte celle-là. Aïe. Non, très courte. Mignonne. Mais je ne sais. Alors je savais pas du tout. J'avais oublié littéralement le nom de la personne qui avait écrit le livre de la jungle. Rudyard Kipling. J'en ai jamais lu du Kipling. Comme dit, le nom me dit rien. Que vraiment, ça ne me dit strictement rien. Kipling. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Qui gratouille. Chat gratouille. Alors, on pose la prochaine histoire. On va découvrir comment sont nés les hippocampes. Ah. Comment naquirent les hippocampes? Adapté de la mythologie tagalog. Tout le monde sait ce que c'est que la mythologie tagalog. Ça vient des Philippines. Tagalog, c'est quoi? C'est le nom d'une tribu, d'un truc, d'un machin, d'un peuple. Tagalog. Langue malayo-polynésienne parlée par les Tagals des Philippines. Alors t'arrives sur le... Ah non, il y a bien un truc français. Ah, elle a encore parlé, elle est de facto la base du philippin. D'accord, ok, pardon. Ok. Je ne savais même pas que... ok, c'est vrai que je m'étais jamais renseigné sur les Philippines. Je ne savais pas que le tagalog était une langue des Philippines. Je ne savais pas qu'il y avait 190 langues aux Philippines. Je me coucherai moins bête. J'aime beaucoup les Philippines. Alors on parle du pays ou on parle des personnes qui s'appellent Philippines? Quoique il y en a de moins en moins des personnes qui s'appellent Philippines. C'est vraiment un truc... Ah, je ne savais pas que le nom signifiait littéralement « qui aime les chevaux ». Les personnes portant le nom de prénom de Philippines ont un lien avec les Philines et sont célébrées le 3 mai. Voilà, maintenant vous saurez. Ah, et j'aime bien, on a même l'origine du prénom. La première Philippine en France est née en 1900. Voilà, maintenant vous sachez. Vous sachez, n'oubliez pas, le sachoir est une arme. Elle c'est très important, le sachoir. Comme dit 1900, la première Philippine, je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça. Pas du tout. Allez. Qu'est-ce qui te plaît dans les Philippines, Jean-Benoît, dis-nous tout.
En attendant, on va continuer à lire. Donc, comment naquirent les hippocampes? Je vais encore écorcher des prénoms et des noms, hein, je m'excuse par avance. Il y a bien longtemps, le grand Amanicable, le puissant dieu de la mer, vivait triste et seul en son royaume. Quand il n'errait pas sur les flots, porté par les vagues comme sur un char écumant, le maître des océans passait son temps tapi au fond de l'eau. Là, à l'abri des regards, il pleurait toutes les larmes de son immense corps, songeant à son amour déçu. Car Amanicable, tout dieu qu'il était, n'en avait pas moins un cœur, et ce cœur était empli de chagrin depuis que la belle Maganda, une jeune mortelle dont il était tombé éperdument amoureux, avait refusé d'abandonner les siens pour l'épouser. Malgré tous leurs efforts, aucun de ces sujets, ni les poissons, ni les coquillages, ni les pieuvres, pourtant si inventives, ne parvenait à le faire sourire. Les seuls à lui faire oublier un instant sa peine étaient 2 chevaux sauvages qui vivaient sur la côte. Chaque soir, peu avant le coucher du soleil, Amanicable s'approchait de la terre pour regarder les 2 étalons galoper sur la plage. Quand elles apercevaient le dieu au loin, les bêtes hennissaient joyeusement pour le saluer. Puis, repartait en trottant s'ébrouer dans les dunes, se cabrant, sautant par-dessus des rochers, ivre de bonheur et de liberté. Et le dieu, subjugué par ce joyeux spectacle, restait souvent à les admirer jusqu'à la tombée de la nuit. Alors, ne distinguant plus que leur hennissement et reconnaissant pour la brève étincelle de joie que les 2 bêtes avaient rallumée en lui, le maître des eaux redescendait vers les profondeurs. J'ai bugué parce que j'ai cru que je m'étais planté dans la phrase. Or, un jour qu'il gambadait dans les herbes hautes le long de la côte, les chevaux entendirent au loin des aboiements de chiens. Surpris, ils stoppèrent leur course pour scruter l'horizon et aperçurent une meute de furieux molosses suivis d'hommes armés d'arcs et de flèches. Pris de peur, les chevaux s'enfuirent au galop, mais les chasseurs étaient coriaces. De si belles proies étaient trop rares, et ils étaient bien décidés à les attraper. Les étalons avaient beau filer à travers les bois, galoper ventre à terre dans les plaines, traverser les étangs, grimper sur les collines, les hommes et leurs meutes les traquaient sans relâche. Partout, talonnés par les chiens écumants de rage, les chevaux repartaient aussitôt dans un sens, dans l'autre, ne sachant plus où trouver refuge. Bientôt, la meute, rodée aux tactiques de chasse, parvint à les amener vers une falaise surplombant la mer, où les pauvres bêtes se retrouvèrent prises au piège. Alors que les molosses commençaient à les encercler, grognant férocement, comme assoiffés de sang, et que les hommes arrivaient au pas de course, désespérés, les chevaux se tournèrent vers la mer et se mirent à hennir. « Ô Amanicable, dieu des océans, viens-nous en aide !» À l'appel de ses protégés, Amanicable bondit du fond des eaux et agitant ses gigantesques bras à la manière d'un chef d'orchestre, il somma la mer de se réveiller. Guidé par ses mouvements, la surface des eaux se mit à onduler, puis à se creuser, enflant comme une ample poitrine qui respire, et d'énormes vagues bouillonnantes d'écume commencèrent à apparaître. Amanicable balaya l'air de ses puissants bras en direction de la falaise, et aussitôt les vagues se mirent à rouler vers elle. Il leva les bras vers le ciel. Les vagues, dans un ultime effort, se soulevèrent jusqu'à dépasser le sommet de la falaise et s'abattirent avec fracas, emportant avec elles chevaux, chiens et hommes. Mais alors que les chasseurs et leurs meutes se faisaient engloutir par les flots, le dieu plongea son immense main dans l'eau tourbillonnante.
attrapa délicatement les 2 chevaux et les hissa hors de l'eau. Il allait les reposer sur la terre ferme quand les bêtes, encore toutes tremblantes au creux de sa large paume et reprenant leur souffle, le supplièrent. « Merci, Amanicable, tu nous as sauvé la vie. Grâce à toi, nous avons échappé à ces chasseurs. Mais il en viendra d'autres un jour. Et nous ne voulons pas passer notre vie à fuir devant les hommes. Ton royaume est immense. Nous pourrions y vivre en paix, si seulement nous pouvions respirer dans l'eau. » Trop heureux de pouvoir les garder auprès de lui, Amanicable porta sa main à sa bouche et souffla doucement sur les chevaux qui fermèrent les yeux. Sous son souffle chaud, oui Fox, ils rétrécirent et se métamorphosèrent. Leurs crinières trempées et leurs puissantes pattes disparurent. Et à la place, une petite aile apparut sur leur dos. Désormais mi-chevaux, mi-poissons, ils se regardèrent émerveillés. Voyant qu'ils étaient heureux, Amanicable sourit et dit de sa voix grave : « Ainsi, vous serez moins visible des chasseurs, mais toujours reconnaissable pour ceux qui vous aiment. » Reconnaissantes, les minuscules bêtes s'ébrouèrent gracieusement pour se familiariser avec leur nouveau corps. Puis, regardant l'eau, un peu inquiets, ils demandèrent : « Merci Amanicable, mais loin de la terre, comment pourrons-nous nous nourrir ?» Alors, pour leur rappeler leur chère prairie, le dieu caressa les flots de sa large main, et les fonds marins se couvrirent d'algues vertes qui ondulaient dans le courant, comme les herbes dans le vent. « À présent, vous pouvez paître. » Comblés, les 2 bêtes s'inclinèrent devant le dieu, puis plongèrent dans l'eau redevenue calme. Depuis ce jour, si l'on regarde bien dans les profondeurs de la mer, on peut apercevoir ces drôles de petits chevaux de mer, qu'on appelle hippocampes, qui font joyeusement la course au milieu des hautes algues. Ils ne s'éloignent jamais beaucoup de la demeure du maître des eaux, qui ne s'est toujours pas lassé du spectacle. Les pêcheurs disent même que si le terrible dieu oublie certains jours de secouer les flots et les laisser pêcher tranquillement, c'est dû à la présence de ces petits chevaux. Maintenant, on connaît l'origine des hippocampes. Par contre, j'ai un petit souci. Est-ce qu'il y avait des chevaux aux Philippines ? Parce que pour moi, sinon, ça veut dire que ce conte, il est... Comment dire ? Plus récent que les trucs. Après, comme dit, ils disent que c'est issu d'un conte tagalog, mais... origine du cheval domestique. Ouais. J'aimerais bien voir l'aire de répartition. Il serait possible d'avoir une aire de répartition des dadas. Elle veut pas, hein? Oh. Non. Je confirme, y a pas. Aire répartition cheval. Je sais pas si je vais trouver. Parce que là, ça me paraît bizarre qu'il y ait des chevaux aux Philippines. Alors oui.
Alors non, c'est pas du tout ce que je cherche. Ouais. Je trouve pas en fait l'aire de répartition. Aire d'évolution peut-être. Un truc aire de répartition en Afrique. Ouais, non, non, ça n'a rien à voir. Ouais, bon. Je ne trouverai pas. En fait, ça me paraît bizarre aux Philippines des chevaux. Parce que c'est comme en Amérique, il n'y avait pas de chevaux avant l'arrivée des colons anglais. Parce que le problème, c'est... Attends, si je tape d'où est originaire le cheval? Le cheval domestique moderne est originaire des steppes pontiques dans le nord du Caucase. D'accord. Pays d'origine du cheval. Ouais, nord du Caucase. Le problème, c'est que ça, c'est le cheval domestique. Mais... Ah, attends, là, j'ai un truc. Histoire évolutive des équidés. Bon, des chevaux, il en existe depuis fort longtemps. Oh oui, moi à l'époque, il ressemblait pas trop à des chevaux, mais... Dans le style, ouais. En Amérique. Ah non, donc il y avait bien des chevaux en Amérique. Je n'ai rien dit. Il y avait des chevaux aux États-Unis déjà. Bon bah j'ai rien dit. J'étais persuadé qu'ils étaient venus avec les colons. Mais nope. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je me suis planté. Bon bah pour la peine. Au revoir Downtown Blusher. Pour la peine, on va dire le conte suivant. Qui est adapté d'une légende islandaise. Et ça s'appelle les phoques. Comme dit, hein, prononciation, les prénoms, tout ça. Comme tous les jeunes gens de son village, Jomar a grandi entouré de chasseurs de phoques. Son père était chasseur de phoques, son grand-père avait été chasseur de phoques, ses oncles, à l'exception d'un ou deux, étaient tous chasseurs de phoques. Il faut dire que sur la magnifique île sauvage et glaciale où il habitait, la vie était rude, et les animaux plutôt rares. Aussi, les phoques étaient précieux pour se nourrir durant les longs hivers, comme pour s'habiller chaudement. Malgré cela, Jomar, depuis ses 7 ans, refusait d'aller à la chasse. À l'âge où ses camarades accompagnaient leur père pour apprendre les rudiments de leur futur métier, le petit Jomar partait se cacher dans les rochers, espérant secrètement que la chasse soit mauvaise. Pourquoi donc ? Parce que le jour de ses 7 ans, son grand-père, qu'il adorait, lui avait raconté une vieille légende que le garçon n'avait jamais oubliée. Cette légende disait qu'il y a bien longtemps, un volcan, aujourd'hui éteint, s'était soudainement réveillé, faisant trembler l'île, et que des centaines d'hommes et de femmes avaient fui les mortelles coulées de lave en sautant des falaises dans la mer glacée. La mer, prise de pitié, aurait refusé de les laisser se noyer et les aurait transformés en phoques. La légende disait aussi que depuis, chaque année, les phoques pouvaient retrouver leur forme humaine pour une nuit seulement, celle de l'épiphanie. À peine le soleil couché, ils s'approchaient des côtes, quittaient leur peau de phoque comme on enlève un manteau,
la déposer sur un rocher et, redevenus hommes et femmes, danser jusqu'au lever du jour. Jomar était un garçon sensible et plein d'imagination. Et cette légende, qui n'était pour ses camarades qu'une histoire parmi d'autres, l'avait profondément marqué. Depuis, chaque fois que son père revenait de la pêche avec ses phoques, et que Jomar croisait leurs regards immobiles, il lui semblait si doux, si triste, qu'il avait l'impression de les entendre pleurer. Il y a un grand chat qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur grand chat? Qu'est-ce qu'on fait? Fais-moi voir ton nez. Attends. Non, ça va, ça a l'air de s'être arrêté. Parce que monsieur a le nez qui saigne. On a remarqué ça hier. Là, ça l'a refait tout à l'heure. Bon, oui. Ça va, monsieur grand chat? Comment ça se fait que t'as le nez qui saigne, toi? Donc on est chez le vétérinaire? Bon, oui. Allez, viens, pépère. Je pense que tu veux descendre. Et moi, j'aimerais continuer mon histoire. Depuis ce fameux anniversaire, chaque année, la nuit de l'épiphanie, le petit Jomar sortait dans la nuit froide et allait se cacher derrière des rochers d'où il guettait la mer, espérant apercevoir les hommes et femmes phoques. Mais chaque année, il rentrait au petit matin, tremblant de froid et déçu. Une nuit, enfin, alors que Jomar était devenu un beau jeune homme et qu'il scrutait patiemment les eaux sombres, il crut distinguer une silhouette dans les vagues, puis une autre. N'en croyant pas ses yeux, il frotta ses paupières. Il ne rêvait pas. Des centaines de phoques au pelage luisant sortaient de l'eau, les uns après les autres. Subjugué, il les regardait ôter leur peau, découvrant de vigoureux corps d'hommes et de souples corps de femmes, exactement comme son grand-père lui avait dit. Quand à quelques pas de lui, une femelle phoque ouvrant délicatement sa peau comme un manteau de fourrure, laissa apparaître une ravissante jeune fille aux yeux noirs comme la nuit. Aussitôt, le cœur de Jomar se mit à battre si fort dans sa poitrine que, laissant ses vêtements derrière lui, il s'avança vers elle. Bercés par le rythme langoureux des vagues, les hommes et les femmes phoques commencèrent à se balancer tout doucement, d'un pied sur l'autre, puis, ondulant légèrement, ils se mirent à danser. Alors Jomar tendit la main à la jeune fille et l'invita à danser. Ils dansèrent ainsi les yeux dans les yeux, leurs corps tendrement mêlés. Plus le jeune homme la regardait virevolter gracieusement autour de lui, riant de son rire cristallin, et plus il lui semblait qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi émouvant. La liberté et la joie qui se dégageaient de chacun de ses gestes, de ses regards le bouleversaient. Peu avant l'aube, Jomar dut se rendre à l'évidence. Il était follement amoureux. Réalisant qu'il en avait oublié de demander son prénom à la belle inconnue, le cœur prêt à exploser, Jomar se pencha vers elle et dit « Comment t'appelles-tu » Je suis désolé, je vais écorcher le prénom. « Enildur » sourit la jeune fille. « Enildur, épouse-moi » lâcha Jomar, riant lui-même de son audace. « Reste ici avec moi, pour toujours. » Aussitôt, le sourire de la jeune fille disparut, laissant place à un regard d'une infinie tristesse. « Rester ici ? Mais je ne peux pas. Au premier rayon du soleil, il me faudra repartir. »
la mer, dans sa grande miséricorde, nous a sauvés. Mais nous avons prêté serment. Nous n'avons le droit de retrouver nos corps d'hommes et de femmes qu'une nuit par an. Le reste de l'année, nous devons vivre dans l'océan. Mais nous pourrons nous revoir, une fois par an. » À ces mots, Jomar sentit son cœur se glacer. Une fois par an, toute une interminable année sans elle, c'était impossible. Il la supplia, lui assurant qu'elle n'aurait pas à le regretter, lui promit qu'il ferait tout pour la rendre heureuse, si heureuse qu'elle en oublierait la mer. Mais Hénildur, navré, hochait la tête, inflexible. Alors, Jomar, désespéré, eut une idée. Pas une idée dont il était très fier, loin de là, mais... Prétextant qu'il devait rentrer, il salua la belle Hénildur et s'éloigna. Mais au lieu de reprendre directement le chemin de chez lui, il fit discrètement un détour par les rochers, où il l'avait vue se dénuder. Là, il ramassa la peau de phoque de la jeune fille et partit chez lui pour la cacher dans un coffre, qu'il ferma à clé, prenant soin de cacher la clé à l'intérieur de sa veste, là où personne n'aurait l'idée de la chercher. Puis, il attendit. Quand il vit les premiers rayons de l'aube pointer à l'horizon, les mains dans les poches, il reprit le chemin dans la plage. Lorsqu'il arriva, tous les phoques avaient disparu. Seul sur la plage déserte, Hénildur cherchait désespérément sa peau, courant de rocher en rocher. Voyant Jomar, elle leva vers lui ses grands yeux noirs baignés de larmes. Et Jomar, secrètement honteux, détourna le regard. Pendant un moment, pour cacher son trouble, il fit mine de l'aider, à la chercher, et ne la trouvant évidemment pas, finit par proposer. « Puisque tu ne peux repartir, rentre avec moi. Mon amour pour toi est plus grand que l'océan. Aie confiance, je prendrai soin de toi. » Et la jeune fille, n'ayant d'autre choix, le suivit. Jomar n'avait pas menti. Enfin, pas surtout. Il fit tout son possible pour la rendre heureuse. Il continua bien sûr de refuser de tuer le moindre phoque et devint berger, le premier du village. Touchée et amoureuse elle aussi, bientôt Hénildur l'épousa. Puis les années passant, elle lui donna 3 beaux enfants, Eivor, Hildir et Floki. Comme il ne l'entendait plus jamais parler de sa vie marine, ni de sa famille phoque, Jomar finit par penser qu'elle les avait oubliés. Et rassuré de voir que son épouse s'était pleinement adaptée à sa nouvelle vie, il cessa de s'inquiéter. Mais c'était sous-estimer l'appel du grand large que n'oublient jamais ceux qui ont couru l'océan. Ce goût de la vie sauvage que Jomar croyait disparu n'était qu'en sommeil chez la pauvre Hénildur. Et comme il n'allait pas tarder à s'en apercevoir, aucun amour, si fort soit-il, ne pouvait l'effacer. Un jour donc, convaincu qu'il n'était plus nécessaire de cacher la clé du coffre, Jomar l'avait laissé sur sa table de nuit, et confiant, il était parti travailler. Mais à son retour, le berger trouva ses 3 enfants seuls et affamés. Aussitôt, il courut jusqu'à la chambre, et voyant le coffre vide, il comprit sa méprise. Fou de chagrin, Jomar passa des jours et des nuits à scruter la mer, cherchant un signe de sa bien-aimée, et n'en eut aucun. Chaque nuit de l'épiphanie, aujourd'hui encore, il retourne sur la plage, espérant apercevoir la silhouette gracile qu'il aimait tant. Mais il semblerait qu'Hénildur ne fasse plus confiance aux hommes et préfère rester au large.
Et jour de grand vent, cependant, quand celui-ci vient de la mer, certains disent entendre au milieu des bourrasques une voix qui murmure « Evar, Ildir, Floki, Jomar, mes amours, je vous aime, grand comme l'océan. » Ces jours-là, qu'il pleuve ou qu'il neige, quiconque passe devant la petite cabane de Jomar peut l'apercevoir dehors avec ses enfants, le nez au vent, caressé par la douce voix d'Enildur. Le coup d'embarquer la peau et tout, ça m'a fait penser à un conte celte qu'on avait lu aussi. On avait lu un conte celte, beau et triste histoire, on est d'accord. On avait lu un conte celte aussi comme ça où c'était où c'était un signe, où c'était un gars qui voyait de temps en temps des cygnes se poser sur un étang. Et en fait, ces cygnes-là, c'était trois sœurs. Et elles habitaient dans un palais très loin et elles se posaient dans cet étang-là pour se reposer. Et donc elles laissaient leurs plumes. Et le gars avait réussi à récupérer les plumes et il lui avait dit oui, je te les refilerai si tu m'épouses. Pardon. Il avait dit mon père il voudra pas. Attends, c'était quoi? Mon père ne voudra pas, mais tu peux quand même venir avec nous. Et elle l'avait ramené jusque chez eux. Je ne dis pas de bêtises. Souvent les contes sont souvent tristes, c'est le principe en fait. Après si tu prends les contes... si tu prends en compte vraiment les trucs comme à l'époque, c'était censé être un peu... C'était censé faire un peu peur aussi. T'étais pas censé être... Les bonnes fins des contes, comme dit, c'est des trucs assez récents. Les anciens contes, ils sont pas spécialement... Ils sont pas spécialement beaux, hein. On a créé des contes beaux, avec des bonnes fins et tout. Pas forcément des morales. Donc, c'est devenu ultra récent le fait d'avoir des contes qui se finissent bien. Avant, c'était pas le cas. C'était clairement pas le cas. Non. Il va nous rester 2 contes pour cette soirée. Après, on va déjà s'arrêter. Faut que je prépare encore des choses pour demain. J'ai préparé mon bento. Ah. Allez. Qu'on va enchaîner sur la tortue mère. Un conte adapté d'une légende de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tu te fais pas de grog ce soir alors, Pauline? Ok. Alors, au commencement, alors que la Terre n'existait pas encore et qu'à perte de vue, on ne voyait qu'un océan, sans début ni fin, une grande et majestueuse tortue vivait, seule, au milieu de l'immensité bleue. C'était la première, la mère de toutes les tortues marines. Tout le jour, toute la nuit, depuis on ne sait combien de temps, car personne n'était là pour le dire, elle nageait, parcourant l'océan, plongeant dans les profondeurs où elle admirait les récifs de corail multicolores, remontant de temps en temps à la surface, reprendre une petite bouffée d'air ou jouer dans les vagues. Je passe encore demain, j'ai une semaine de repos. Ah oui, c'est pour ça. Profite alors, profite. J'en aurai pas tout de suite. Puis, quand elle était trop épuisée pour bouger ses nageoires, elle restait immobile et, tranquillement bercée par les vagues, fermait les yeux un instant. Alors, savourant la sensation du soleil sur sa carapace, elle laissait voguer ses pensées et se surprenait parfois à rêver d'un petit coin de terre au milieu de l'océan. Un petit coin de terre où elle pourrait étendre son pesant corps et se reposer.
Ah, ça serait si bon, soupirait-elle. Puis, une vague un peu plus haute que les autres l'éclaboussait, et sortie de sa torpeur, la tortue, encore toute fourbue, rassemblait ses forces et recommençait à nager. Un jour, alors qu'elle s'était aventurée un peu plus loin qu'à son habitude, et faisait tranquillement la planche sur le dos pour soulager ses nageoires éreintées, elle sentit quelque chose frotter sa carapace. Se retournant pour scruter les fonds marins, elle découvrit une petite colline de sable et de roches. Elle n'était pas bien haute, juste assez pour effleurer sa grosse carapace, qui, immergée, était presque aussi profonde que la coque d'un paquebot. Mais cela lui donna une idée. Aussitôt, elle prit une profonde inspiration et plongea jusqu'au fond de l'océan, où elle se mit à brasser le sable qui le recouvrait avec ses immenses nageoires, comme le feraient deux énormes pelles. Puis, elle commença à le remonter pour le déposer sur la petite colline. Pendant des jours et des lunes, la tortue poursuivit ses allers-retours. Elle charria tant de sable que, brassée après brassée, la petite colline se transforma en montagne, finit par atteindre la surface, puis s'élargit jusqu'à devenir une magnifique île au milieu de l'océan. Alors, la tortue s'arrêta pour admirer son œuvre, et, épuisée mais satisfaite, elle alla s'étendre sur le sable chaud. Quel bonheur! Son grand corps lourd de fatigue commença à se relâcher. Étonnée par cette sensation nouvelle et ô combien agréable, elle s'abandonna complètement. Et bientôt, pour la première fois de sa longue vie, elle s'endormit. Ce sommeil fut peuplé de rêves. Ce premier sommeil fut peuplé de rêves et si profond que la tortue ne remarqua même pas la multitude d'oiseaux qui apparaissaient dans le ciel, semblant venir des quatre coins de l'horizon, ni leur bec empli de graines qu'ils laissaient pleuvoir partout autour d'elle. Elle ne sentit pas davantage les jeunes pousses qui perçaient le sable sous ses flancs et s'élevaient vers le ciel. La tortue était si fatiguée qu'elle dormit un très long moment. Peut-être une année ou un siècle, qui sait. Et elle fit tant de rêves que lorsqu'elle se réveilla, l'île était méconnaissable. Désormais couverte de palmiers qui pointaient fièrement vers le ciel et de fleurs parfumées, l'île bouillonnait de vie. Partout, des oiseaux chantaient. Les herbes hautes bruissaient, parcourues de petits animaux. La tortue, émerveillée, contempla tout cela, et reconnaissant chacun de ses rêves qui avaient pris vie pendant son sommeil, elle sourit. Maintenant qu'il existait un endroit pour se reposer, des fleurs à admirer, des arbres avec leurs fruits pour se régaler, la vie était beaucoup plus douce pour la tortue. Tellement douce que bien vite, la tortue se sentit un peu coupable de garder tout ce bonheur juste pour elle. À quoi bon tant de beauté s'il n'y a personne pour en profiter ? Elle quitta donc son coin de paradis et repartit vers le grand large en quête d'un compagnon. La tortue nagea une éternité, et un jour, plongeant dans une fosse jusque dans les entrailles de la terre, elle aperçut une grotte. Au seuil de cette grotte, un homme à la peau sombre comme la nuit était assis et contemplait d'un regard triste l'étendue d'eau devant lui. La tortue s'approcha, et l'homme reconnut aussitôt dans ses yeux un sentiment qui lui était familier. Car le regard raconte bien des choses, même chez les tortues. Alors il se confia à elle. Lui aussi vivait seul depuis si longtemps que cette solitude lui pesait et le rendait triste. Lui aussi rêvait d'une épaule sur laquelle se reposer, d'une femme avec qui partager ses pensées,
rire, pleurer. Alors, la tortue le prit sur son dos et retourna le déposer sur son île de fleurs et de fruits sauvages. Puis, sans prendre le temps de se reposer, elle repartit lui chercher une compagne. Après une nouvelle éternité à sillonner les océans, dans une autre grotte au milieu des abysses, elle trouva une femme, avec la peau sombre comme la nuit. Elle aussi était seule et triste. Alors, la tortue la prit sur son dos et rentra la déposer sur son île de fleurs et de fruits sauvages. Depuis ce jour, plus jamais l'homme et la femme ne furent tristes. Ils se chamaillèrent parfois, bien sûr, mais ils riaient aussi beaucoup, jouaient dans les vagues, savouraient les fruits juteux au soleil, et surtout ils s'aimaient. C'est ainsi que, petit à petit, l'île de fleurs et de fruits se couvrit d'enfants, à la peau sombre, et la majestueuse tortue regardait tout ce petit monde jouer, heureuse d'avoir permis aux hommes et aux femmes de se rencontrer, et fière de leur avoir donné une terre. Là, c'était mignon. C'était moins triste. C'était tout mignon. Ah. Ah. Alors, on propose le dernier conte de la soirée. C'est issu d'une légende tahitienne. Ça s'appelle Vaillahari le requin. Jadis, à une époque où les dieux parlaient encore aux hommes, près du rivage de Tahiti vivait un grand requin blanc qui adorait les enfants. Ne tremblez pas. Il ne les aimait pas pour les manger, pas du tout. Non, ce que ce requin aimait plus que tout, c'était jouer avec eux, tout simplement. Les faire monter sur son large dos et les entraîner dans les vagues, ou les éclabousser d'un coup de queue, juste pour le plaisir de les entendre rire. Et les enfants, qu'il adorait, lui avaient donné le nom de Vaillari, ce qui signifie dans leur langue « le roi de l'océan ». Un surnom qui faisait bien rire le requin d'ailleurs, car malgré son immense stature, il était aussi modeste que gentil. Chaque après-midi, impatient de retrouver ses amis, Vaillari, donc, s'approchait de la côte et amusé de le voir tourner en rond dans les eaux turquoises en attendant la fin de l'école, les pêcheurs souriaient. Dès que la cloche de l'école résonnait, le requin se précipitait aussi près du sable que son grand corps le lui permettait, là où l'eau est peu profonde, pour que les petits puissent venir jouer avec lui sans danger. Et une foule d'enfants ne tardait pas à courir vers lui. Quand il les voyait arriver, le requin battait gaiement des nageoires pour les saluer, et les enfants lui sautaient dessus sans ménagement. À califourchon sur son large dos, il se cramponnait à sa nageoire dorsale, et tout excité de se faire un peu peur, le suppliait souvent de les emmener au large, fendre quelques vagues. D'autres fois, Vaillari se contentait de rester aux abords de la plage, et imiter les dauphins. Un coup sur le dos, un coup sur le ventre. Ou encore, les enfants, se jetant à plusieurs sur lui, le chatouillaient et le faisaient rire à gueule déployée. Ces moments complices duraient souvent jusqu'à la tombée de la nuit. Et quand enfin les enfants entendaient leur mère les appeler pour le dîner, ils serraient tendrement la grande tête de Vaillari dans leurs petits bras et lui promettaient de revenir le voir le lendemain. Puis ils partaient en courant. Et Vaillari, le cœur en joie, repartait dans ses eaux profondes.
À l'époque, les parents étaient si habitués à le voir jouer avec les enfants que ce spectacle ne surprenait personne. Et père et mère lui confiaient leurs précieux trésors sans hésiter. Un jour, alors que Vayari se promenait au large, s'apprêtant à rejoindre la plage, le père d'un des enfants, qui pêchait, l'aperçut et lui fit signe de s'approcher. Le requin s'avança doucement, prenant bien soin de ne pas renverser la pirogue. Et l'homme, visiblement embêté, lui demanda « Vayari, est-ce que tu pourrais me rendre un service ? J'ai promis à mon fils de l'emmener faire un tour avec moi cet après-midi, mais la pêche n'a pas été très bonne aujourd'hui, et le poisson commence juste à mordre. Ça t'embêterait d'aller le chercher sur la plage et de me l'amener ?» Le requin secoua la tête en signe d'acquiescement, et fier de sa mission, partit comme une flèche vers la plage. Là, voyant l'enfant qui attendait, Vayari alla jusqu'à lui, et pour s'amuser, ouvrit grand sa gueule, l'invitant à s'asseoir entre ses mâchoires. Le petit, ravi, ne se fit pas prier et s'y glissa. Le requin referma délicatement sa gueule pour ne pas le blesser, et ils filèrent, fendant joyeusement les vagues jusqu'à la pirogue de son père. Hélas, un moment après que Vayari eut déposé l'enfant, une terrible tempête explosa au large. Les vagues, assaillant violemment la pirogue, la brisèrent en 1000 morceaux, et le requin, déjà loin, ne put malheureusement rien faire pour eux. Le père et le fils périrent noyés. Ne les voyant pas rentrer, les habitants de l'île commencèrent à s'inquiéter. Quelques jours plus tard, quand les débris de la pirogue échouèrent sur la plage, ils se dirent qu'ils avaient péri dans la tempête et comprirent qu'ils ne les reverraient jamais. À cet instant, les dieux qui s'ennuyaient un peu dans leurs 9 cieux et enviaient depuis longtemps l'amitié de Vayari avec les hommes, décidèrent d'en profiter pour lui jouer un vilain tour. Descendus incognito des cieux pour se mêler aux hommes, ils murmurèrent à leurs oreilles qu'ils se trompaient. Ce n'était pas la tempête qui avait tué le père et l'enfant, mais le cruel Vayari avec ses puissantes mâchoires. Plusieurs personnes avaient vu le requin partir avec le petit dans sa gueule. Il ne fut pas bien difficile de les convaincre. Et bientôt, partout le bruit courut que Vayari était devenu fou et qu'il fallait s'en méfier. Les enfants avaient beau pleurer et prendre la défense de leur ami, les parents leur firent promettre de ne plus s'en approcher. Puis, ces mesures n'ayant pas suffi à les rassurer, ils décidèrent d'aller trouver 2 frères, connus dans toute l'île pour leur courage et leur adresse. Touchés par leur désarroi, les 2 frères acceptèrent de leur venir en aide. L'aîné choisit le bois plus dur et tailla 2 lances. Le plus jeune les tourna sur le feu pour les rendre encore plus résistantes. Et ainsi parés, ils partirent en direction de la plage. Vayari ne fut pas bien long à trouver. Le pauvre requin, ne comprenant pas pourquoi les enfants ne venaient plus jouer avec lui, ne quittait plus la plage. Du matin au soir, il attendait, le regard triste, espérant les voir enfin arriver d'un moment à l'autre. Lorsqu'il vit arriver les 2 frères avec leurs bâtons, n'ayant pas plus de méfiance que de méchanceté dans le cœur, il crut qu'il voulait s'amuser avec lui. Porté par une vague, il se laissa glisser jusqu'à leurs pieds. Quand il comprit qu'au lieu des bâtons, les 2 hommes tenaient des lances au bout pointu et tranchant, il était déjà trop tard. L'aîné des frères, pointant déjà sa lance vers le requin, tira. D'un rapide coup de mâchoire, Vayari l'attrapa et la brisa net comme une vulgaire brindille. Mais le plus jeune frère, profitant de la diversion, lança la sienne. Vayari eut juste le temps de l'entendre siffler dans l'air, qu'il sentit une vive douleur dans sa poitrine. La lance s'était plantée tout près de son cœur. Le requin, ivre de douleur, se débattit un instant pour essayer de la dégager, tandis que tout autour de lui la mer devenait rouge.
Puis, épuisé, il se coucha sur le flanc. Aussitôt, les deux frères se mirent à crier victoire et appelèrent les habitants, qui accoururent, chacun voulant sa part du requin. Les dieux, qui assistaient à ce triste spectacle du haut de leurs 9 cieux, comprirent qu'ils étaient allés trop loin. Eux qui pensaient juste éloigner Vaillari des enfants pour le punir d'avoir réussi à gagner le cœur des hommes, découvraient de quoi ces derniers étaient capables quand la peur les animait. Horrifiés, ils se promirent de rester à distance de ces cruelles créatures. Et honteux d'avoir infligé un tel châtiment aux pauvres Vaillari, ils décidèrent de réparer leur faute. Comme les dieux n'ont qu'un geste à faire pour que la face du monde soit changée, ils dressèrent leurs poings vers la terre, et un formidable ouragan se leva. D'un coup, le ciel devenu noir se mit à gronder. La mer commença à frémir, formant une vague gigantesque. Courant sur les flots, la vague déferla sur la plage, repoussant les hommes jusqu'au pied des montagnes et projetant Vaillari dans les airs. Alors, une nuée de mouettes enveloppa le requin blessé, qui disparut un moment derrière leurs ailes blanches. Quand enfin la nuée le redéposa à la surface des eaux, la plaie de Vaillari s'était refermée. Étonné d'avoir retrouvé toute sa vigueur, le requin s'ébroua dans l'eau et leva les yeux vers les cieux, reconnaissant. Puis il partit vers le large, le plus loin possible de la terre et des hommes. On dit que les dieux, pour se faire pardonner, lui créèrent une compagne et qu'ensemble, ils eurent de nombreux enfants et petits-enfants. Trouvant auprès d'eux de plus fidèles compagnons de jeu, Vaillari vécut heureux. Et depuis sa triste aventure, aucun de ses descendants n'ose plus jamais jouer avec les hommes, qu'ils soient grands ou petits. Ils sont devenus méfiants, et comme on les comprend. Et voilà, et c'est déjà la fin pour ce soir. Parce qu'on est arrivé à un bloc. Comme ça, pour la prochaine fois, on arrivera sur la mer. Espace d'aventure. Et oui. Allez. On va déjà se dire au revoir YouTube. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve à la prochaine VOD. Bisous.